là, on va commencer à revenir au niveau psychologique pour aller parler finalement du désir. Je suis dans les temps? Je pense que oui. Donc, cette psychologie-là, justement, où le désir nous transporte, hein, combien de romans ont été écrits sur combien de films sont basés sur des histoires d'amour à Hollywood, c'est quasiment proche de 100%. Ça occupe vraiment beaucoup notre champ de conscience, ces histoires-là. Cette psychologie-là qu'on a, là, les humains, elle vient de où, en fait? On peut la résumer très grosso modo, là, très grossièrement, en disant que c'est deux choses. C'est notre génétique qui, avec l'ADN d'humain qu'on a, hein, nous, on a l'ADN des êtres, on a le matériel génétique d'êtres humains. Hein. Si on avait les gènes d'un éléphant ou d'une salamandre, bien, on aurait le système nerveux d'une salamandre. Mais je suis sûr que dans tous vos cerveaux, il y a deux hémisphères, il y a un thalamus, il y a un corps calleux, il y a toutes les structures générales d'un cerveau humain. Donc ça nous vient de notre longue histoire évolutive. Mais parallèlement à ça, dès qu'on est dans le ventre de notre mère, puis ensuite quand on est bébé, puis enfant, puis toute notre vie quasiment, l'environnement va sculpter dans ces grands plans généraux-là. Les petites routes de notre système nerveux sont constamment modifiables et c'est l'environnement qui, pour reprendre le thème du concours philosophie, quel chemin trace le désir? Ben, moi, en tant que neurobiologiste, ma réponse, ça trace des voies neuronales, comme on vient de voir. Les chemins du désir sont des voies neuronales renforcées, si vous voulez. Alors, ça, les deux ensemble, c'est inextricablement lié. Hein? Il n'y a pas la nature puis la culture, parce que dans le fond, c'est quoi? C'est ça, c'est notre nature humaine puis notre culture, nos apprentissages socioculturels, c'est inextricablement lié. Et ça forme une psychologie unique pour chaque individu, parce que chaque individu est unique, mais évidemment avec des lieux communs et des façons de fonctionner qui sont communes à une espèce. Nous, les humains, on se parle, on se comprend très bien. On a donc une façon de faire qui est humaine, mais on a toutes nos petites variantes qui viennent de notre histoire de vie. Donc, ce cerveau-là, c'est juste un petit rappel pour plonger ensuite dans le sujet du désir. Ce cerveau-là a donc évolué avec un corps. Il ne faut pas l'oublier qu'à partir du cerveau, un cerveau, ça ne flotte pas là, dans les airs comme ça. Il y a une moelle épinière qui descend dans notre colonne vertébrale. Cette moelle épinière-là, de là part des neurones avec des nerfs qui innervent tout le corps. Hein? On a les nerfs crâniens, les nerfs spinaux. Et par là rentre le monde. Et nous, on agit en retour sur ce monde-là. Donc, nous, on a, les humains, comme les aplysies d'ailleurs, on a des comportements. Et là, on va rentrer dans le monde des comportements et on va essayer de voir qu'est-ce que les comportements désirants, comment ils se situent dans tout ça. Alors, on a des comportements et ces comportements-là sont fortement influencés par ce qu'on peut appeler les besoins vitaux. On a certains besoins à combler, que si on ne les comble pas, notre structure, comme je disais tantôt, elle ne se maintiendra pas. Donc, on n'a pas le choix de manger, on n'a pas le choix de boire, on n'a pas le choix en tant qu'espèce de se reproduire et on n'a pas le choix de se protéger au sens large, c'est-à-dire s'abriter, se vêtir et éviter les menaces directes qui nous affectent. Donc, on va avoir deux grands types de comportements si on y pense bien. Hein. On a des comportements d'approche vers des ressources positives, gratifiantes, et on a des comportements d'évitement envers ce qui pourrait être menaçant pour nous. Quand vient le temps d'avoir un comportement d'approche, il y a une séquence classique qu'on peut résumer comme ça, c'est-à-dire qu'on a un désir ou un besoin, ou on a le goût de quelque chose, on fait une action, exemple, je ne sais pas, on a faim, on va à café ou on va dans le frigo, on se fait un sandwich, on fait une action et à la fin, on a une satisfaction. On a satisfait à notre désir par cette petite séquence-là. Ces besoins-là, je l'ai dit, ils peuvent être fondamentaux et quand ils sont fondamentaux, ils sont donc assez endogènes. Hein? C'est des choses dont des structures comme l'hypothalamus, par exemple, dans notre cerveau, qui est une vieille structure qui s'occupe beaucoup de ces besoins fondamentaux-là. Donc, manger, boire, se reproduire, c'est très hypothalamique comme fonction. Mais
on peut avoir des désirs qui sont complètement construits par notre socioculture, par notre environnement. Hein? Et la publicité, les médias, c'est toutes des choses qui nous conditionnent d'une certaine façon constamment et qui peuvent, la publicité entre autres, étant donné qu'on vit dans un monde plutôt marchand, nous faire sentir comme si on avait absolument besoin du dernier iPhone parce qu'on a le modèle d'avant puis que le nouveau, il y a quelques gadgets de plus. Mais on va sentir ça vraiment comme quelque chose de vraiment important. Donc, c'est très, très puissant aussi les conditionnements acquis. Donc, voilà, café nommé désir. C'est très ancien, la publicité. Hein? C'est l'association aussi, quand on voit ces belles pubs sexistes-là, ça joue sur des choses très, très fondamentales, très élémentaires chez tous les animaux. Hein? Le conditionnement classique pavlovien, où on associe deux choses ensemble, c'est très, très ancien. Hein? Et c'est ça qu'on essaie de faire beaucoup dans la publicité, vous faire associer mais des fois des idées très, très abstraites comme la liberté à une voiture ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des choses très puissantes dans le cerveau. Quand on sait qu'on fonctionne comme ça, ben, on peut faire un peu plus la part des choses, il me semble. Ça, c'est une citation de Laborie que j'ai toujours trouvée terrible, et puis je vous l'ai mis. Il dit « Je suis effrayé par les automatismes qu'il est possible de créer à son insu dans le système nerveux d'un enfant. Il lui faudra, dans sa vie d'adulte, une chance exceptionnelle pour s'évader de cette prison, s'il y parvient jamais. » Donc lui, c'est sûr que Laborie a une vision assez déterministe des choses, mais ça dit à quel point c'est puissant, ces désirs ou ces besoins créés par la socioculture. Ça, c'était simplement un peu pour me faire un peu de pub aussi. Sur le cerveau à tous les niveaux, juste en bas de la page d'accueil, il y a un blog. À chaque lundi, je résume une étude récente là, en quelques paragraphes. Et récemment, là, il y a 2 semaines, j'avais parlé justement d'un texte qui s'appelait The Cost of Paying Attention. Ça veut dire tous les écrans de télé, toutes ces choses-là qui sont très, très, on appelle ça en sciences cognitives, bottom-up. Ça veut dire que ça part du bas, ça part de l'environnement, puis on est très sensible au mouvement. Donc, tout ce qui bouge, les choses criardes, les couleurs criardes, on est porté à porter l'attention là-dessus. Et donc, ça s'oppose un peu, bon là, vous irez lire le billet, là, c'était juste pour compléter sur la publicité, ça s'oppose en fait à des processus qu'on appelle top-down, en fait, des processus où on se concentre et puis on pense à ce qu'on veut finalement. Donc, il y a toute cette stimulation bottom-up des écrans aussi qui nous distrait d'une certaine façon. Donc, je vais dire un mot, là, ça nous éloigne un peu du désir, mais je pense que pour compléter la vision d'ensemble, c'est important. Quand il y a un danger qui se présente à nous, on a toujours les 2 fameuses options, hein, de fuir le danger ou si on est dans un coin puis la menace est pour nous tuer, on va se battre, on va combattre si on n'a pas le choix. Si on peut ni fuir ni lutter, ben là, c'est plus compliqué. Souvent, dans le monde moderne, on a une job, on n'aime pas trop notre patron, puis on est pogné pour rester là parce qu'on a des obligations économiques. Et puis bon, si on essaye d'étrangler le patron, ben, on va avoir des problèmes avec la police. Bon, en tout cas. Bref, on est en inhibition de l'action. C'est-à-dire qu'on reste dans une étape où on est prêt à agir parce qu'on sent une menace, mais on reste comme ça des jours, des semaines, des mois. C'est pas bon pour la santé. Hein. On le sait aujourd'hui. Si ça perturbe trop longtemps un état comme ça, ça a des conséquences vraiment très graves sur le corps. D'ailleurs, le Centre d'études sur le stress à Montréal, qui étudie ça, a comme mascotte un petit mammouth pour rappeler les lointaines origines de ces processus-là. Hein? Un stress, c'est fait pour agir. Moi, avant que je monte ici, là, devant une scène comme ça, j'étais un peu stressé. Mais à partir du moment où j'ai commencé à vous parler, tu sens que tu agis puis ça va mieux. Bien, c'est ça. Un stress, ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut agir ensuite. Et il y a toute une discipline qui s'appelle la neuropsycho-immunologie qui étudie justement les liens entre le système nerveux et le système immunitaire. Et on sait maintenant quelles sont les voies un peu de communication entre ces 2 systèmes-là et comment un stress chronique, par exemple, va diminuer l'efficacité du système immunitaire. Et à ce moment-là, passe un petit microbe et vous l'attrapez, puis vous vous dites « Ah,
j'ai perdu ma job, ma blonde m'a laissé, puis en plus, j'ai attrapé la grippe. Bien, c'est pas en plus, c'est parce que. Bon, là, on s'en va vraiment dans notre sujet. Je me sers de ce schéma-là pour introduire une autre discipline qui s'appelle la neuroendocrinologie, qui, elle, étudie les liens entre le système nerveux et le système endocrinien. Parce que ça aussi, ça se parle. Hein? Il n'y a pas de cloison dans le corps humain. C'est une discipline qui date des années 70, donc on étudie les interactions entre les hormones et les neurones, si vous voulez. Et ça met en évidence un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde de notre cerveau. Hein? Ce que j'appelle le cerveau câblé, ce qu'on a parlé jusqu'à date beaucoup, les neurones, les axones, les circuits de neurones, ça c'est du câble. Mais il y a tout un aspect de notre cerveau qu'on pourrait appeler hormonal, le côté soupe, le côté humeur. Hein? Tout ce qui est émotion, en fait, c'est beaucoup plus diffus, les affects, c'est quelque chose qui module notre tempérament, tout ça. Et je vais me servir de 2 livres pour expliciter un peu. Il y a un livre écrit par Jean-Pierre Changeux en 1983 qui s'appelait « L'homme neuronal ». Lui, il avait beaucoup insisté sur cet aspect-là. Et quelques années plus tard, en 1986, Jean-Didier Vincent, qui est en fait un neuro-endocrinologue français, a écrit un livre qui s'appelait « Biologie des passions ». Un peu pour répondre à l'autre livre, pour dire « Oui, c'est vrai ce que tu as dit, mais en même temps, il y a un autre aspect que tu n'as pas beaucoup traité. » Et la dernière phrase du livre « Biologie des passions », je la trouve très belle, c'est « Je suis parce que je suis ému et parce que tu le sais ». Donc, une alternative au « je pense donc je suis » de Descartes, c'est de dire que les affects, c'est quelque chose que nous, les humains, qui est très important dans nos interactions. Hein. Quand on parle, on a toujours du non-verbal, on a toujours des mimiques. On est capable de comprendre « Ah, coudonc, tu ne files pas aujourd'hui? Ben, pourquoi tu me dis ça? Ben, parce que… on sent ça. Donc, et ça, c'est dû à des mécanismes qu'on connaît un peu. Par exemple, si on distingue un peu les deux phénomènes, on a de la neurotransmission. Quand on parle de cerveau câblé, hein, c'est un neurone qui connecte à un autre neurone. C'est spécifique. Dans le cas du cerveau hormonal, on appelle ça de la neuromodulation. C'est un neurone qui va connecter à des centaines ou des milliers de neurones, puis qui va juste un peu, finalement, jouer un peu comme un volume. Ça va rendre une grande population de neurones plus facilement excitables ou plus difficilement excitables. Alors, il y a beaucoup de régions dans notre cerveau, souvent dans le tronc cérébral, hein, la vieille partie de notre cerveau, on le voit ici. On appelle ça des noyaux de neurones. Ce n'est pas le noyau d'un neurone, c'est un groupe de neurones qui envoie ses axones dans de vastes régions. Alors, il y en a que c'est de la noradrénaline, de la sérotonine, de la dopamine. On connaît un peu, là, par exemple, la dépression, ça a rapport avec une moins grande quantité de sérotonine. C'est corrélé avec une moins grande quantité de sérotonine. On ne sait pas trop c'est quoi la dépression, mais tout ça pour dire qu'il y a des phénomènes aussi normaux qu'on expérimente à tous les jours qui fonctionnent sur de la neuromodulation. Le sommeil. Le sommeil, c'est ça, hein? C'est comme une console, encore là, avec il y a des neurotransmetteurs dont les taux vont varier durant la journée. Et à un moment donné, ils vont tellement varier que ça va changer complètement l'activité d'éveil qui est très, très active dans notre cerveau. L'activité globale va devenir une espèce d'activité avec des grandes ondes lentes quand on est en sommeil profond. Ça, c'est des phénomènes de neuromodulation qui changent complètement notre état d'esprit. Une autre chose qu'on a souvent dite, mais qui n'est plus vraiment vrai, on le sait maintenant aujourd'hui, c'est cette espèce de séparation-là qu'il y avait avant. Là. Le cerveau, il y a des neurotransmetteurs, puis dans le corps, il y a des hormones. On ne fait plus cette distinction-là maintenant. On sait qu'il y a des neurotransmetteurs qui sont carrément sécrétés dans la circulation sanguine, puis il y a carrément des hormones sécrétées par des glandes qui vont se fixer sur des neurones. Donc, ça se parle complètement, les deux systèmes. Puis je vais vous donner un exemple de ça. En citant rapidement les travaux de Jean-Didier Vincent, lui, il avait découvert dans l'hypothalamus, donc le fameux hypothalamus, si important pour les besoins fondamentaux, on le voit en vert ici. C'est une toute petite région, l'hypothalamus, mais il y a beaucoup, beaucoup de sous-régions qui chacune s'occupe d'un aspect de ces besoins-là. Et lui, il a trouvé qu'une de ces sous-régions-là était sensible à la pression osmotique, c'est-à-dire la quantité de sang qu'on a dans nos vaisseaux. On manque-tu d'eau, autrement dit? On a-tu assez de pression sanguine ou on n'en a pas assez? Bien, il y a des neurones de l'hypothalamus qui savent détecter ça. Et quand ils détectent qu'il y a un problème, ils vont sécréter une hormone. Et là, je dois vous présenter une glande très importante pour les questions du désir et de tout ce qui est hormonal, c'est l'hypophyse.
Parce que l'hypothalamus, il travaille conjointement avec une petite glande. Hein. On a l'hypothalamus en bleu ici. Puis juste en dessous, il y a comme une petite glande avec un petit pédoncule, c'est l'hypophyse. On l'appelle souvent la glande maîtresse du corps parce qu'elle, les hormones qu'elle relâche, ils vont coordonner plein d'autres glandes, les surrénales, la thyroïde, etc. Donc, comment les deux se parlent? Bien, l'hypophyse, elle a deux lobes, un lobe antérieur puis un lobe postérieur qui marchent un petit peu différemment. Mais en gros, si on revient à nos neurones là, qui avaient détecté qu'il manquait d'eau, mettons, dans l'organisme, bien, ces neurones-là qui sont dans l'hypothalamus, ils envoient leur axone dans le lobe postérieur, puis là, il y a un petit vaisseau sanguin qui passe, puis ils sécrètent la vasopressine directement dans le flux sanguin. Puis la vasopressine s'en va dans le sang, puis ça va dire, par exemple, à nos reins de retenir plus l'eau parce qu'on en manque, par exemple, ou d'aller boire. Et donc, bon, l'ocytocine, c'est une autre des hormones sécrétées par l'hypophyse postérieure. On va en parler, on va finir avec ça tantôt. Je voulais juste dire un mot sur le lobe antérieur. Lui, il fonctionne un petit peu différemment, c'est-à-dire que les neurotransmetteurs des neurones hypothalamiques sont relâchés ici plus haut. Ça suit le petit capillaire sanguin. Et puis ici, il y a vraiment des cellules glandulaires qui, elles, vont recevoir ces hormones-là, puis vont à leur tour émettre des hormones qui vont contribuer à la maturation sexuelle, au métabolisme en général, à la croissance, à toutes sortes de choses comme ça. On voit ici les multiples effets de l'hypophyse. Donc, là, on va arriver à des choses plus comportementales. On se souvient de cet impératif-là qu'on doit maintenir notre structure. Eh bien, le système nerveux et endocrinien vont constamment collaborer pour faire ça. Alors, le système nerveux, lui, on l'a vu, c'est par l'action. Il va nous faire des comportements pour régler des problèmes. Et le système endocrinien, lui, il va modifier le métabolisme de certaines cellules pour essayer de régler les problèmes de l'intérieur, si vous voulez. Je vais donner des exemples de ça, vous allez comprendre assez facilement. Bon, rappelez d'abord que tous les besoins fondamentaux, faim, soif, température, reproduction, ça oscille toujours autour d'une valeur idéale. Hein. Quand on vient de manger, bien là, on a beaucoup de glucose dans le sang, puis ça diminue, ça diminue, ça diminue, puis au bout de 4-5 heures, bien, on a faim. Et on va manger, puis ça oscille comme ça. Donc, notre organisme essaie toujours de maintenir ça autour d'une valeur idéale. Par exemple, quand on a faim, ce que le système nerveux peut faire pour nous aider, il peut nous aider à se déplacer pour aller manger. Si, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous êtes sur une île déserte, il n'y a pas de bouffe, ou vous faites une grève de la faim par conviction pour quelque chose, vous ne mangez pas pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, à un moment donné, il y a des hormones qui vont se mettre en jeu et on va commencer à aller chercher de l'énergie dans les glucides, dans les lipides, dans vos graisses. Parce qu'on doit fournir de l'énergie au cerveau. Hein. C'est le cerveau qui a besoin d'énergie dans le corps. Là. Et à un moment donné, même si ça fait 2-3 semaines que vous ne mangez pas, ben, les hormones vont dire à nos enzymes de métaboliser nos propres protéines. Ça commence à être pas très, très agréable à ce moment-là. Si on a soif, c'est la même chose. On se déplace pour boire ou on diminue, on l'a vu avec la vasopressine, des hormones vont diminuer la perte de liquide. Température, on peut se mettre à l'abri avec notre système nerveux, hérisser nos poils. On peut augmenter la production de chaleur avec des hormones. Des hormones vont dire, ben là, tu gèles, là, essaye de, vas-y, le tout pour le tout, produis de la chaleur parce que tu es en train de te geler. Et finalement, la reproduction, ce qui va nous intéresser pour le reste des minutes qui restent, eh bien, on a toutes sortes de comportements de séduction, évidemment. C'est comportemental. Tout ce qu'on fait, les parades nuptiales chez les oiseaux, chez beaucoup d'espèces de mammifères aussi. L'accouplement comme tel, qui est essentiel à la reproduction, qui est un comportement, c'est notre système nerveux qui nous aide à faire ça. Et aussi, évidemment, la maturation des glandes sexuelles durant la puberté, on le sait, hein, c'est les hormones. Les hormones qui jouent des grands rôles à ce niveau-là. Et après, quand les enfants sont nés, ben, il faut avoir des comportements pour les aider. Nos enfants naissent tellement immatures, tellement dépendants de nous que pendant 3, 4, 5, 6 ans, on doit vraiment les aider beaucoup. Et la femme doit produire du lait. Tout ça, c'est hormonal aussi. Donc, on voit comment les deux systèmes travaillent ensemble et en parallèle. Et le dernier petit de 10-12 minutes qui reste, on va rentrer un peu dans cette question-là du désir plus sexuel, amoureux.
on a beau être au 21e siècle, hein, on a beau avoir des petits trucs, puis vraiment être dans le tout virtuel ou presque, reste que, si vous avez remarqué autour de vous, il y a quand même pas mal de monde qui font encore des enfants. Ça marche encore assez bien, cette affaire-là. Pourquoi ça marche si bien? Parce qu'on a vraiment des grosses prédispositions biologiques à faire ça. Hein. Et que finalement, ce que je vais essayer d'amener comme point, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a une distinction importante, je peux peut-être prendre une minute pour la faire. En biologie, hein, on distingue les causes proximales des causes distales. Les causes distales, c'est les causes ultimes d'un phénomène. Par exemple, ici, dans le cas de ce qu'on va parler, la cause ultime, c'est la reproduction de l'espèce. On est là parce que notre espèce n'arrête pas de se reproduire. Ça, c'est la cause ultime, évolutive. On a des choses très, très puissantes dans le cerveau pour faire ça. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est des choses proximales, des choses comme le plaisir. Le plaisir, on aime ça, le plaisir. C'est quasiment un pléonasme. Hein? Et le plaisir sexuel va être un plaisir très intense qui va faire en sorte que les humains vont le rechercher beaucoup. Mais ça, c'est la cause proximale qui agit pour une cause qui est plus loin, qui est plus distale. Mais la cause distale, on ne la voit pas souvent. Bien, on la voit quand on le sait, là, nous autres, là. La contraception, on l'utilise. Mais donc, là, je vais parler donc de comportement hétérosexuel. Je terminerai en quelques diapos en ouvrant sur toutes les formes, toute la diversité d'activités sexuelles chez les humains. Comme tous les comportements, nous, c'est vraiment très, très inventif. Mais on va se concentrer tout d'abord sur l'hétérosexualité. Oui, là, je suis moins content de mes diapos. J'ai fait ça un peu. Il y a beaucoup de textes, là, mais lisez pas. Je vais essayer de les résumer. C'est la première fois que je fais cette présentation-là. Hein. Je remercie d'ailleurs Philippe de m'avoir donné l'occasion de mettre tous ces petits bouts-là ensemble. J'ai été chercher dans mon site, il y a un thème sur le désir, hein, si vous voulez aller le voir. Il y a une anthropologue qui s'appelle Hélène Fischer qui a beaucoup travaillé là-dessus et elle a distingué, en fait, il y a 3 grands systèmes dans le cerveau qu'on peut... un système dans le cerveau, c'est plusieurs régions qui travaillent ensemble. Et pour ce qui est de cette question-là, désir, amour, attachement, on peut distinguer 3 étapes. Il y a l'étape du désir sexuel qui est la drive qu'on a quand on est hétérosexuel pour l'autre sexe. Il y a toujours quelque chose qui nous fait de quoi, mettons. Ensuite, par exemple, c'est pourquoi devant une roche, on n'a pas de désir particulier? C'est ça. Parce que le désir sexuel, ça fonctionne vers des êtres de notre espèce qui ont, quand on est hétérosexuel, l'autre sexe. Ensuite, il y a une phase où c'est bien beau être excité par tout le monde, mais à un moment donné, on se focus sur une personne en particulier. Hein. C'est ce qu'elle appelle l'amour romantique. C'est vraiment l'expression qu'elle utilise. Là, on va voir en détail les 3. Je vais détailler un peu les 3, mais c'est vraiment le moment où, là, on fait notre affaire avec une personne, on tripe, on est vraiment une à une. Parce que si on est encore trop un peu à gauche, à droite, ça crée des problèmes des fois. Bon. Ensuite, il y a la phase de l'attachement. Hein? Quand les enfants sont nés, quand les enfants sont là, il faut former une équipe. Il faut que ça roule. Ce n'est pas toujours très facile d'avoir des enfants. Quand on manque de sommeil, il y a des tâches associées à ça. Alors, il faut vraiment qu'on ait confiance l'un avec l'autre. Et il y a comme une étape un peu naturelle qui se crée à ce moment-là. Je vais les reprendre un peu les 3, juste pour rapidement les détailler un peu. Alors, le désir sexuel, évidemment, ce qui nous rend sensibles à des partenaires potentiels, c'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Chez l'homme et chez la femme, vous les connaissez, on n'est pas pareil. Et ça, il y a une hormone, la testostérone, qui, autant chez la femme que chez l'homme, contribue à cette apparition des caractères sexuels secondaires qui vont servir, d'un point de vue éthologique, là, à se reconnaître. Et c'est tout aussi la question des comportements de séduction à cette étape-là. Hein. Dans le monde animal, on n'a rien inventé. Hein. Nous, les humains, les parades nuptiales chez les mammifères, chez les oiseaux, hein, c'est très, très complexe. Et nous, dans les discothèques, dans les raves, on ne fait pas exception à la règle. On se pavane allègrement. Et on essaie de montrer qu'on est beau puis fin. Ensuite vient cette autre phase-là. Ici, c'est un film d'Éric Rohmer où... il y a toujours des amours vraiment incroyables. Lorsqu'on est en amour, l'idée, c'est d'optimiser. Parce qu'à un moment donné, donc, il faut
on devient un peu obsédé. Hein? On a vraiment toutes sortes de caractéristiques soutenues envers l'être aimé. On est avec elle, on pense à elle, on la voit dans notre café. On devient un peu comme indifférent aux autres personnes. On est vraiment dans un état particulier. Et là, il y a des neurotransmetteurs, des neurohormones qui sont connus pour jouer des rôles importants à ce niveau-là aussi. Ça, j'ai trouvé ça dans Scientific American il y a longtemps. Je trouvais ça drôle. Tu sais, c'est un cerveau en amour avec une console de son, là, comme quelles sont les hormones qui sont hautes puis qui sont basses. Alors, on voit qu'il y a pas mal de dopamine, l'ocytocine, l'hormone du lien, un peu qu'on appelle l'hormone du lien. On va en parler tantôt. Le cortisol, l'hormone du stress, est assez élevé parce que, bon, on est un peu, on ne sait pas si ça va durer, on est un peu stressé. Bon, sérotonine est basse. Puis ce qui est intéressant, sérotonine basse comme ça, je pense que c'est un peu ce qu'on retrouve dans des cas d'obsession-compulsion. Donc, il y a des régions aussi du cerveau dont l'activité diminue. On prend par exemple l'amygdale, une région du cerveau qui est active quand on a des préoccupations importantes, soit qu'on a peur, soit qu'on a faim. Et donc, quand on présente ça c'est des expériences faites en imagerie cérébrale, on met quelqu'un dans un scan, on lui montre la photo de l'être aimé et on remarque que son amygdale se calme, il y a comme une confiance. Ou le cortex préfrontal, hein, la partie préfrontale du cortex est associée à l'autorégulation de nos comportements, qui est associée aussi au jugement, à la planification et au jugement. Et on remarque curieusement une diminution de l'activité frontale aussi, comme si on était prêt à n'en laisser passer là, quand c'est notre conjoint. On est plus relax sur les principes ou des choses comme ça. Donc, un truc intéressant aussi, c'est que l'amour romantique est beaucoup plus associé à un comportement de dépendance qu'à un comportement émotif, en fait. Dans le cerveau, ce qui se passe, c'est plus près des dépendances. Tout ce qu'on observe, la prise de risque, le manque de contrôle de soi, l'obsession, la focalisation mentale, c'est des choses qu'on retrouve. On appelle ça le craving, là, quand une personne est dépendante d'une drogue puis manque sa drogue, là, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent puis elle est prête à voler pour avoir de l'argent pour faire son show, tout ça. Bien, c'est la même chose un peu qu'on observe. Les ruptures amoureuses causent parfois des dépressions. C'est intense, ça ressemble vraiment à un sevrage. Donc, c'est quelque chose de très, très fort, là, cette histoire-là. Plus tard, l'union d'attachement dans un couple, quand il y a des enfants, on voit ça, c'est quelque chose de plus serein, en fait. C'est quelque chose de plus compagnonnage, on forme un team. C'est comme ça qu'on décrit cette étape-là. Et là, il y a des hormones aussi associées, dont la fameuse ocytocine. Et je vous propose, dans les 5 minutes restantes, de regarder un peu le cas de l'ocytocine, qui est une hormone qui a été un peu publicisée au cours des dernières années. C'est un petit peptide, c'est une petite protéine de quelques acides aminés. Elle est synthétisée donc dans les neurones de l'hypothalamus et elle est sécrétée dans l'hypophyse postérieure. Et si on veut résumer son rôle, on va parler, c'est une hormone finalement qui permet d'éjecter. Elle a un rôle d'éjection. Et vous allez voir que ce rôle-là, on peut l'appliquer à différentes situations. D'abord, elle permet l'éjection du sperme chez le mâle et les contractions qui favorisent la progression des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines. Déjà. Durant la grossesse, par la suite, chez la femme, elle va favoriser l'absorption de nutriments, elle va réduire le stress, elle va faire que la femme va être relaxe, elle va bien dormir quand elle n'a pas d'autres problèmes, mais ça favorise ça. Au moment de l'accouchement, c'est l'ocytocine qui va contribuer à provoquer les contractions. Donc, quand le bébé est proche là, de sortir, là, ça dit au cerveau, là, vas-y. Quand le bébé est en train de sortir du vagin, il y a vraiment une dose très, très intense comme la femme n'aura jamais d'ocytocine. Et ça va créer un lien immédiat et vraiment très, 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 très fort avec l'enfant. C'est vraiment l'hormone de l'attachement, là, ça vient de ça. Ça, c'est son rôle le mieux connu. Et donc, par la suite, quand la femme va allaiter, c'est encore l'ocytocine qui va permettre l'éjection du lait.
quand le bébé tète, il y a un réflexe, puis ça met en jeu l'ocytocine. Je vais passer là-dessus. Donc, c'est vraiment une hormone qui unit l'enfant à sa mère, mais on a trouvé d'autres effets à l'ocytocine. Par exemple, j'en ai parlé peut-être un peu, dans les relations sexuelles dans un couple, il y a de l'ocytocine qui est sécrétée et ça permet de renforcer le lien, ça augmente la confiance. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là aussi, comme si l'évolution avait recyclé peut-être, d'une certaine façon, le pouvoir de cette hormone-là. Bon, ça, vous irez voir, c'est sur mon blog, je vais passer vite. Un autre truc intéressant, c'est les rapports sociaux en général. On pense que l'ocytocine contribue à favoriser les liens de confiance qu'on a les uns pour les autres. Je peux parler peut-être rapidement, il y a des petites expériences qui se font. L'ocytocine, on peut se vaporiser ça dans le nez, là, comme avec un vaporisateur, puis ça a un petit effet bref sur le cerveau à ce moment-là. Et ils faisaient des jeux où les gens on leur donnait de l'argent, puis les gens avaient le choix soit de garder l'argent ou soit de la confier à quelqu'un qui était un investisseur. Puis cette personne-là, elle pouvait soit faire en sorte qu'elle doublait ton argent ou tu perdais tout. Bien, les personnes qui avaient eu de l'ocytocine dans le nez, eux autres, la moitié des gens confiaient leur argent à l'investisseur. Puis ceux qui avaient eu juste un placebo, qui n'avaient eu rien finalement, il y avait juste une personne sur 5 qui donnait tout son argent à l'investisseur. Donc, il y a toutes sortes d'expériences comme ça qui montrent que vraiment l'ocytocine, même au niveau d'interaction sociale, contribue au lien de confiance qu'on s'accorde les uns les autres. Mais tout n'est pas si simple, évidemment, avec le cerveau. J'en ai parlé sur mon blog. En 2013, il y a eu un papier qui rapportait quand même que ce n'est pas l'hormone qui pourrait régler tous nos problèmes. Hein, saupoudrons de l'ocytocine à grandeur de l'univers, puis on va être plus heureux. Par exemple, on a montré que si l'ocytocine augmente le lien de confiance avec des gens qu'on connaît ou des gens de notre groupe, souvent, on a montré qu'il y avait une augmentation d'agressivité envers des groupes étrangers. Donc, ça vient peut-être du fait que la mère, en tout cas, la mère, il y a une agressivité défensive aussi hein, chez la femme qui a un enfant. Donc, en tout cas. Donc, là, on va essayer de conclure en quelques minutes en ouvrant vraiment pour montrer que rien n'est simple, justement, pas juste avec l'ocytocine, avec l'être humain en général, puis avec le cerveau humain, rien n'est simple. Cette séquence-là, quand même, désir, amour romantique, attachement, elle est redoutable d'une certaine façon. Elle fonctionne très bien. Et on sait un peu pourquoi, hein, parce que l'espèce doit se reproduire. Mais ça ne suit pas toujours, déjà, ça ne suit pas toujours la même séquence. Hein. Pour des raisons sociales, on peut tomber en amour avec quelqu'un, puis pendant des années, pas avoir de contact physique avec cette personne-là, soit parce qu'elle est en couple ou parce que dans le temps, je ne sais pas, il y avait dans les couvents. Ou il y a plein de raisons qui font que la séquence peut être différente. Ça, c'est clair. Et là, aussi, donc, j'en arrive à ouvrir un peu sur la diversité vraiment incroyable des comportements désirants chez les animaux déjà et chez nous à plus forte raison, en rappelant justement qu'on a des facteurs biologiques, des facteurs culturels acquis et que ça va faire toutes sortes de choses. Par exemple, on va parler de l'orientation sexuelle d'une personne. Ça, c'est le fait d'être hétérosexuel, donc d'être attiré par des gens de l'autre sexe. On peut être homosexuel, évidemment, d'être attiré par les gens de notre propre sexe. On peut être bisexuel, être attiré indifféremment par les deux sexes. En passant, par exemple, l'homosexualité, on ne l'a pas inventé ça. Hein? C'est connu. Chez les gorilles, par exemple, chez les gorilles, c'est très mâle alpha. Là. Puis quand le gros mâle monopolise à peu près toutes les femelles, les jeunes mâles ils sont homosexuels pendant un bout, souvent de leur vie. Chez les bonobos, une autre espèce proche du chimpanzé, hein, eux autres, c'est les femelles qui sont souvent homosexuelles puis qui se servent de ça pour créer des alliances parce que c'est une société qui est plus matriarcale et donc il y a une utilisation du sexe pour résoudre toutes sortes de conflits, pour créer toutes sortes d'alliances chez les bonobos. Ensuite, il faut penser aussi à l'identité sexuelle. L'identité sexuelle, c'est la perception qu'a une personne donc d'être un homme ou une femme, ou
qu'est-ce que la culture attribue comme étant des attributs masculins au féminin. C'est tout ce que les sciences sociales appellent la construction du genre. T'sais. On peut être biologiquement homme, mais se sentir plus ou moins homme ou tout ça. Et évidemment, ça, il y a tout. Ça, on pourrait ouvrir le débat là, très largement là-dessus, mais là, je pense que ça fait 1 heure, alors je vais conclure. Il faut conclure simplement en disant qu'il peut y avoir aussi des cas de transgenre, c'est-à-dire une personne qui est un homme ou une femme, mais qui se sent vraiment psychologiquement de l'autre sexe. Et ça peut aller à avoir un mal-être tel que la personne va vouloir changer ses organes génitaux pour avoir l'air vraiment de l'autre sexe. Mais ces cellules vont rester toujours soit XX si c'est une femme ou soit XY si c'est un homme. Mais c'est pour montrer à quel point ça peut changer. À quel point ça peut être compliqué tout ça. Évidemment, il y a des cas aussi comme le travestisme où la personne se pense un homme, est très bien avec l'idée d'être un homme, mais aime s'habiller en femme, par exemple. Donc, et donc là, il y a des multitudes de variantes comme ça dans la psychologie humaine. Alors, j'espère, pendant cette heure, avoir réussi à vous montrer un peu les dessous du désir, de ce qui se passe un peu dans le cerveau. Et je vous remercie de votre attention, même s'il y a pu avoir peut-être quelques désirs qui vous ont distrait pendant cette heure. Merci beaucoup.